Nous sommes les seuls à avoir levé l'option de ne pas participer aux élections de 2023 et nous ne sommes pas les moindres. Il s'agit de la famille politique de l'ancien président de la République. Il s'agit de la famille politique qui avait les plus de députés à la précédente législature. Donc, quand cette famille politique n'est pas dans le processus électoral, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de crise politique. Alors, vous voudriez qu'on fasse quoi? Qu'on bloque tout? La communauté parce que le FCC n'est pas d'accord et nationale l'avait dit au président de la République. Il n'a pas voulu croire. Vous arrivez président de la République, d'accord, mais ça ne vous garantit pas la position de force. Si vous avez mal fait les choses, c'est ce que nous avions dit autrefois, c'est ce que nous répétons aujourd'hui. Le dialogue, c'est pour se donner une position confortable. C'est pour, justement, distribuer les miettes aux gens, pensant que tous les politiques sont les mêmes. Tous vont tomber, n'est-ce pas, au piège. Tous vont mordre à l'hameçon. Mais je vous parle du FCC. Le FCC n'est pas aujourd'hui constitué des acteurs politiques prêts à tomber à n'importe quel piège. Tout le monde sait que Martin Fayulu est prêt pour le dialogue. Mouzito, ils ne veulent que ça. Katumbi, tous les autres là ne veulent que du dialogue. Matata Indessi. Tous ces gens-là, Katumbi qui pose quelques conditions, quelques préalables. Pour eux, il faut absolument aller au dialogue en ce moment-ci. Pour M. Donc toute la classe politique est prête. Tout le monde est prêt pour le dialogue. Sauf mais puisque leurs échanges ne vont pas en fait constituer un dialogue, il ne manque que le FCC pour que ça soit vraiment un dialogue. Et nous sommes exigeants. Donc c'était pour ça qu'on voulait du dialogue. Absolument. C'est pour ça qu'ils ont utilisé quelques membres de l'opposition, pensant que on ferait bloc. Non. Pour le FCC, pour le président Kabila, la RDC mérite mieux que ça. La politique ne va pas se refaire de cette manière-là. Plus jamais ça. Nous sommes dans une autre logique. Et notre logique, c'est d'abord de rappeler à tout le monde que le FCC de Joseph Kabila a la solution à tous les problèmes de ce pays. Donc désormais, Mme Arlette Odia, on peut s'accorder à dire que l'Union sacrée connaît il y a de plus en plus de signes de fissures et que c'est une majorité qui se délite davantage au fil des jours. Oui, bien sûr. Ils sont nombreux à nous appeler en coulisses pour dire que vous aviez eu raison. On a eu tort de penser qu'il fallait accompagner l'UDPS, ainsi de suite. Bon, non, assumez vos responsabilités. Ils sont nombreux à déchanter aujourd'hui. Ils sont tellement nombreux, et ça se voit dans leur prise de position respective. Moi, je salue un homme. C'est le président Joseph Kabila. Il a été clairvoyant. Il nous avait dit ces choses. Il disait que ces gens-là ne vont pas s'en sortir. Parce qu'en politique, on ne peut pas aller sans les autres. Surtout pas dans un processus électoral. Maintenant, là, chacun prêche pour sa propre chapelle. Talisons-nous vivants. Totikala seko seko. Ndenali puta. Na wax de maman Moseka. Letoko maka légende. Na 3.5, 4.5, to 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali. Inoubliable avec le wax de maman Moseka. Excellent week-end à toutes et à tous, mesdames et messieurs, chers internautes. Merci de nous retrouver. Merci de votre fidélité que vous ne cessez de renouveler à ce programme. Ce mois d'octobre va être intéressant sur Politicon. Nous vous rassurons des produits, des contenus tant variés qu'enrichissants, avec la même dose de professionnalisme et de pertinence. Ici, nous aimons les détails. C'est pourquoi on aime faire venir des gens qui ont de la matière et des têtes pensantes avec lesquelles on décortique l'actu en République démocratique du Congo.
Encore en ce jour, nous avons l'honneur de recevoir pour une première depuis ce mois d'octobre une dame qui fait parler d'elle et qui figure même dans un ordre utile dans le palmarès des femmes inspirantes chez nous en République démocratique du Congo. L'actu est abondante, on va parler de l'initiative de Martin Fayoul qui bat de l'aile, Martin Fayoul qui est désempointé après le refus ou après que le chef de l'État boude l'appel au dialogue pour la cohésion nationale tant voulue par les proprios de Fade House. On va en parler. Quelle suite réservée à cette initiative? Quelle stratégie que Martin Fayoulou compte mettre sur pied pour enfin parvenir à cet objectif qui est celui de recréer la cohésion qui est menacée par beaucoup de choses, notamment la situation sécuritaire qui semble être délétère dans l'est du pays. On va parler de la révision ou du changement constitutionnel à l'union sacrée. Les bouches ne parlent pas d'un même langage. Cette majorité obeuse s'est délite davantage. Le pro-caméré n'y sont pas favorables et mettent en garde le clan ou encore le parti présidentiel. Pendant ces temps, le PPRD mobilise pour barrer la route à ces régimes qui tentent qui tentent de prendre une très mauvaise direction pour l'unité et la cohésion de notre pays. Ce sont tous ces sujets et tant d'autres que nous allons devoir aborder sur ce plateau. Merci de nous rejoindre et nous sommes heureux que vous fassiez partie de cette grande communauté politico-RDC. Nous vous recevons sur ce plateau, Madame Maître Arlette Odia. Merci de l'honneur, merci. D'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation, M. Gédéon. Comment vous allez d'abord? Comme une femme politique qui se bat pour l'amélioration des conditions de vie dans notre pays, donc au rythme du pays. Et au PPRD, tout semble rouler comme sous les roulettes? On peut ainsi le dire, parce qu'en fait, en politique, on considère qu'on se porte bien lorsque vous êtes en phase avec les aspirations du peuple. Lorsque un parti politique lève une option et elle est comprise, elle est suivie, elle est soutenue par la majorité des citoyens, on peut dire dans ces conditions-là que ce parti se porte bien. Avant d'entrer dans le vif du sujet ou de l'émission, quelles sont les raisons ou les motivations pour lesquelles vous avez rejoint le rang du PPRD? Je n'avais pas autre chose à faire. Il n'y avait pas autre choix que celui de suivre le président Kabila. Le président Kabila a dirigé ce pays différemment. Il y avait de l'ordre un peu partout. Il y avait l'autorité qui était respectée. Il y avait plus ou moins des solutions aux problèmes des citoyens. On était au moins sûr d'être écouté lorsque on posait son problème. Ce n'est plus le cas. Nous vivons aujourd'hui dans la jungle. Et ce n'était pas parce que le président Kabila n'était pas. Mais tout ceci arrive après que Kabila n'est plus au pouvoir. Pourquoi? Est-ce que vous y aviez pensé avant, un jour, ou c'est arrivé comme par miracle ou comme par surprise? Non. J'ai toujours dit qu'avant 2018, je ne faisais pas la politique. Je n'étais que technicienne, avocate et quelquefois conseiller dans les cabinets de ministres. Je me limitais par ce qui était technique. Mais vous étiez très proche de la politique. Pas vraiment. J'étais beaucoup plus technique que politique. C'est à partir des élections de 2018 que j'ai rejoint officiellement la politique. Et j'étais donc avec le président Kabila parce que j'étais, on va dire, dans la majorité FCC Cash. Okay. Quand FCC Cash s'est rompu, vous savez dans quelles conditions? On a levé l'option, donc moi et mes camarades, les membres de la structure que je préside, le collectif pour le développement et l'unité du Congo, CEDUC, on a levé l'option de suivre le président Kabila. C'est ça. Ce n'était pas une voie imposée à votre mouvement, c'était une option levée par
par tout un groupe qui a décidé ensemble de rejoindre le rang du PPRD. Oui, mais l'idée peut partir d'une personne, mais après, vous devez convaincre votre groupe jusqu'à les amener à comprendre l'utilité ou l'importance de la décision que vous êtes sur les points. Mais souvent en politique, quand les leaders réfléchissent ou donnent le ton, tout le monde suit la ligne et qu'on ne peut plus rien y faire. C'est vrai, mais pour moi, je pense que je suis toujours obligée d'expliquer. Les bien fondés de cette action. Voilà, je suis toujours obligée de l'expliquer. Quand vous l'avez bien expliqué, vos camarades comprennent. Et quand ils décident de vous accompagner, ça veut dire que vous émettez sur la même longueur d'onde et plus rien ne va vous arrêter. Il y en a qui pensaient qu'on serait avec le président Kabila peut-être pour quelque temps ou que l'on pensait qu'il ne tarderait pas à revenir au pouvoir et qu'on voulait être les premiers à être servis et que si ça prenait du temps, on ne serait plus avec lui. Et les gens ont compris que c'était un choix. C'est contrairement à ça, mais on vous voit dans la résistance plutôt. C'était un choix de conviction. Et dans cette résistance, il y a certaines voix qui se sont tues. Nous sommes là toujours en train de défendre nos positions et de défendre la vision du président Kabila. Nous y croyons tellement. Nous savons qu'il sera encore très puissamment utilisé pour ce pays. Et on marche ensemble. Hein, et aujourd'hui, vous pensez que là où vous êtes, c'est là que vous devriez être depuis longtemps ou vous avez fait chaque chose bonne à son temps? Mais en tout cas, même si c'était à refaire, je referais le même choix. Ça, c'est clair. En plus d'avoir le président Joseph Kabila, qui est l'autorité morale, qui est notre leader, qui est notre chef, il y a aussi le secrétaire permanent, professeur d'université, docteur en sciences politiques, Shadarimara Ramazani, ancien dauphin de l'ancien président de la République. Même s'il garde encore la victoire de la défaite de l'élection de 2018 en travers de la gorge. Bon, ça c'est à lui de vous répondre. Moi, je suis en train de vous dire les personnalités que nous sommes en train de suivre et d'accompagner. C'est pas n'importe lesquels. C'est les hommes ressources. On va même dire des hommes puissants qui même, quelquefois, dans leur silence, ils continuent à faire parler d'eux. Donc, surtout pour ça encore, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de quitter le camp politique dans lequel nous sommes actuellement. Et vous vous affirmez au fil du temps comme une personnalité féminine qui influence positivement la jeunesse et même les jeunes filles. Qu'est-ce que ça vous fait au fond de voir que ces genres de reconnaissance? Par exemple, il y a le journal, les médias en ligne pour elle Info qui vous a nominé ou nommé dans le top 50 de femmes inspirantes pour l'année 2024. Qu'est-ce que ça vous fait au fond de voir que votre lit ou votre voix devient de plus en plus audible? Beaucoup de reconnaissance et de gratitude. Quand ils m'ont invité, ils m'ont informé que j'étais parmi ces 50 femmes inspirantes. Je ne sais pas comment je peux exprimer mon Et comment tout ceci arrive? La détermination, les convictions qu'on défend et surtout, comme je venais de vous le dire, à chaque fois, avant de lever une option politique, je l'explique à mes camarades. Ils m'accompagnent, ils me soutiennent. La famille politique est le parti auquel j'appartiens. Ma voix s'est fait entendre. Ils m'accompagnent aussi, vous voyez. C'est tous ces mondes-là, les Congolais qui croient en ce que j'ai fait, qui sont là en train de parler de moi dans tous les sens. En fait, ça devient comme l'unisson autour de ce que nous faisons. Donc, j'en profite encore de votre micro pour remercier la structure pour elle. Allez, merci beaucoup. On est fiers de vous et de tous ces progrès que vous réalisez. Certes, il n'est pas facile, surtout nous sommes dans un pays où
on ne vous donnera pas la chance, il faut travailler, on ne vous laissera pas les terrains libres. Il faut donc que vos compétences fassent parler de vous et vous distinguent par-dessus tout. Vous avez tout dit. Merci beaucoup, Madame Arlette Odia. On va parler de l'actu, c'est vrai, vous êtes là pour ça. On parle d'abord de l'initiative du dialogue initié par le propriétaire de Faden House, Martin Fayoulou, qui est désappointé parce que la réponse du bergère à la bergère ne semble pas être celle attendue par les camps Fayoulou. Et du coup, le candidat malheureux à la présidentielle de 2018 et 2023 est triste ou encore est désappointé. D'abord, comment vous expliquez cette initiative du leader Martin Fayoulou et comment expliquer que ça soit venu d'un opposant et non du chef de l'État qui doit estimer ou qui doit reconnaître que le pays est en péril et que la cohésion est sérieusement menacée? Il ne faut pas tomber au piège du président de la République, le piège de penser que le dialogue est une initiative de M. Fayoulou. Le dialogue est bel et bien l'initiative de M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Il a été le premier à le dire sur un plateau de télévision. Il a dit qu'il avait causé avec les prélats en leur demandant comment procéder pour aboutir à un dialogue. Tout d'abord, c'était l'initiative, le vœu de prélats catholiques. Mais les prélats catholiques ne l'ont jamais dit. Vous avez suivi un prélat venir confirmer ses propos en public? C'était lequel? Non. C'est ainsi que je vous dis de ne pas tomber à ce piège-là. L'initiative du président de la République, son souhait en ce moment, c'est le dialogue. Et il voulait bien le faire juste après les élections. Donc, en ayant la présidence de la République dans sa poche, il dit, tous les restes, il peut concéder, mais sauf la présidence de la République. C'est ainsi qu'il a tenu aux élections de 2023. À cette époque, et selon vous, pourquoi il aurait besoin d'un dialogue en ces temps-ci? Je rappelle d'abord l'histoire. En 2022 et 2023, nous avions sollicité la convocation d'un cadre de concertation. Quand je parle de nous, c'est le FCC. Parce qu'il y avait le processus électoral en vue. Il y avait de raisons pour la classe politique de se réunir, pour se partager les responsabilités, pour créer un climat de confiance réciproque en vue de crédibiliser le processus électoral. De 2023. Justement. Mais pourquoi à cette époque, le président de la République n'avait pas accepté le dialogue? Parce qu'il pensait que ce serait pour lui dialoguer en position de faiblesse. Et pourquoi il en aurait besoin, maintenant? Il pense qu'il est en position de force en étant déjà président de la République. Pourtant, ce n'est que du leurre. Le secrétaire permanent du PPRD, le professeur Ramazan Chadari, l'a dit. Il donne l'impression que le pays va bien. Il a même dit récemment qu'il n'y a pas de crise au pays. Mais qui y croit? Personne. Tout le monde sait que c'est un mensonge. La crise est au pays. Elle est profonde et multidimensionnelle. Elle est sécuritaire, elle est politique, elle est économique et sociale. À tous les niveaux, tout ne va pas bien. Mais ça importe peu pour M. Félix Tshilombo. Ça importe peu. Pour lui, ce qui importe le plus, c'est qu'il est déjà président de la République. Mais non, il veut du dialogue. Il a pensé que le FCC, qu'on avait besoin de ça, donc notamment que l'on sauterait sur l'occasion. À cette initiative. Que l'on sauterait sur l'occasion. Nous ne tombons pas à ce piège. Vous avez voulu être président de la République à l'issue des élections de M. Kadima, à l'issue des élections auxquelles la grande partie de la classe politique n'a pas participé, à l'issue desquelles élections beaucoup de nos compatriotes n'ont pas participé. Vous pensez que ça vous met dans des conditions, dans une position de force, dans les conditions de résoudre les problèmes fondamentaux de notre pays? Et pourquoi pensez-vous que son pouvoir est encore fragile et même fragilisé par tout ce qu'on voit au sein de l'Union sacrée, des guerres et autres choses
auquel on assiste. La manière parce qu'aujourd'hui, les chefs de l'État ont la majorité. La majorité à l'Assemblée nationale. Il a le pouvoir total. Et il demande juste un peu de temps pour que le gouvernement fasse entendre de quoi, les raisons pour lesquelles il a été nommé. Il est en train de tâtonner. C'est vous qui pensez qu'il a une majorité confortable. S'il l'avait, il ne serait pas en train de demander le dialogue. S'il l'avait, il ne serait pas en train de tarir d'inspiration pour résoudre les problèmes fondamentaux de son peuple. Le peuple est en train de pleurer dans tous les sens. Il y a encore des gens qui sont morts, non? Il y a eu un naufrage de l'autre côté. C'est parce que l'État n'existe pas. Parce que l'État n'existe pas. Tout va mal au pays. Et quand le président de la République dit qu'il n'y a pas de crise, mais il est vraiment à l'opposé de son peuple. Il est le seul à penser que le pays va bien. Les seuls à penser qu'il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise au pays. Mais pour nous, le dialogue... Qu'est-ce que vous attendez par une crise politique, Maître Arlette Odia? Mais déjà que l'ensemble de la classe politique n'a pas été dans le processus électoral. C'est une crise politique. Vous savez, en 2016, lorsqu'il était question que l'on aille aux élections, il y avait une frange de la classe politique qui ne voulait pas des élections. Parce que Kabila devrait partir par un autre mécanisme que le processus électoral. Le président Kabila n'avait pas voulu que l'on aille à des élections sans cette frange-là de l'opposition. C'est ainsi qu'il a été favorable. L'option politique avait été levée de convoquer le dialogue. Le premier dialogue avait capoté, le dialogue d'Edem Kodjo, parce qu'il y avait toujours cette frange-là de l'opposition qui ne voulait pas entrer dans les processus électoraux. On a dû en faire un autre. Le dialogue qui a débouché aux élections. Le dialogue qui a débouché à l'alternance politique et la passation civilisée du pouvoir au sommet de l'État. Le président Kabila, c'est l'importance de la participation de la classe politique dans son ensemble au processus électoral. Mais on a vu tout le monde participer aux dernières élections. Il n'y a que votre parti politique, votre plateforme politique qui n'avait pas participé aux dernières élections. Katumbi, avec Ensemble, ils étaient là. Fayoulou, même si ses députés ne se sont pas présentés. Lui était candidat à la présidentielle de 2023. Et tout le monde, le cas de Constant Moutamba, qui est aujourd'hui dans le gouvernement, vous êtes les seuls à ne pas avoir levé l'option de participer à ces élections. Nous sommes les seuls à avoir levé l'option de ne pas participer aux élections de 2023 et nous ne sommes pas les moindres. Il s'agit de la famille politique de l'ancien président de la République. Il s'agit de la famille politique qui avait les plus de députés à la précédente législature. Donc, quand cette famille politique n'est pas dans le processus électoral, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de crise politique. Alors, vous voudriez qu'on fasse quoi? Qu'on bloque tout? La communauté parce que le FCC n'est pas d'accord et nationale l'avait dit au président de la République. Il n'a pas voulu croire. Vous arrivez président de la République, d'accord, mais ça ne vous garantit pas la position de force. Si vous avez mal fait les choses, c'est ce que nous avions dit autrefois, c'est ce que nous répétons aujourd'hui. Le dialogue, c'est pour se donner une position confortable. C'est pour, justement, distribuer les miettes aux gens, pensant que tous les politiques sont les mêmes. Tous vont tomber, n'est-ce pas, au piège. Tous vont mordre à l'hameçon. Mais je vous parle du FCC. Le FCC n'est pas aujourd'hui constitué des acteurs politiques prêts à tomber à n'importe quel piège. Il y a de l'expérience. Il y a de la clairvoyance. Il y a tellement de choses... De la lucidité. Justement, la lucidité. Il y a tellement de choses qui ne nous mettent pas dans les conditions de tomber au piège comme des petits enfants. Alors, pour vous, il aurait fallu que la machine soit agrippée ou que tout soit bloqué parce que le FCC n'est pas d'accord sur 1, 2, 3, 4 sujets. Monsieur Félix Tshisekedi doit aujourd'hui reconnaître qu'il a mal fait d'aller à ces élections sans le FCC.
Et c'est en fait ça Pourquoi? qui bloque le pays. Parce que c'est vous qui allez crédibiliser enfin ces processus électoraux, alors qu'il y a d'autres, vos collègues ou une autre classe, parce que l'opposition est plurielle. Ils ont été là aux élections sans nous. Mais ce sont eux qui disent que le pays, qui constatent et qui vivent le fait que le pays va mal. Ils ont pensé qu'y aller sans nous, ce serait gagner ou prendre la part du lion. Où sont-ils? J'entends que M. Moïse Katumbi est dans les sales draps par rapport à la construction ou à de l'aérodrome de... J'apprends que M. Martin Fayoulou est également dans les sales draps par rapport à sa proposition de dialogue. On vous utilise pour aller parler de dialogue, cohésion nationale, et puis à un certain moment, on vous lâche. Parce que les Congolais n'ont pas trouvé l'importance de votre proposition. J'entends également, vous l'aviez évoqué à l'entame de l'émission, que le parti de M. Vital Kamerhe n'est pas favorable au changement de la Constitution, et au point que le secrétaire général du parti présidentiel dit qu'il va bientôt commencer sa tournée pour expliquer à tous les Congolais qu'il faut changer les constitutions. Ça veut dire qu'il ne compte pas sur sa famille politique. Et qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? Ça nous inspire tout simplement qu'ils ne devaient pas partir aux élections sans nous. Mais non, ils sont bloqués. Ils ont bloqué le pays. Les groupes armés sont en train de progresser. Il y a la souveraineté de l'État qui est entamée. Il n'y a aucune voie qui débouche vers la solution avec le président de la République, Félix Tshisekedi. Vous ne voyez pas de la lumière au bout du tunnel? Lui-même, il n'en voit pas. Lui-même, il n'en voit pas. Mais nous sommes la famille politique de Joseph Kabila qui a de l'expérience. Nous avons la solution à tous les problèmes qui se posent actuellement au pays. Nous en avons la solution. Ils ont voulu partir sans nous. Ils sont maintenant obligés de savoir que sans nous, ils ne peuvent rien faire. Alors, si vous estimez que l'initiative du dialogue est l'œuvre du chef de l'État, Félix Tshisekedi, même s'il est revenu sur ces sujets d'actualité en répondant qu'il ne voit pas la nécessité, moins encore l'urgence, de voir un dialogue maintenant qui ne déboucherait que sur l'arrangement ou le partage de responsabilités. Et pourquoi Martin Fayoulou aurait endossé ces rôles? Mais parce qu'il continue à penser que en faisant cela, le FCC va disparaître. Le FCC, c'est le Front commun pour le Congo. Ce n'est pas la Mouka, ce n'est pas Union sacrée. Non, c'est le FCC. Nous sommes un Front commun pour le Congo. Nous sommes en train de défendre le Congo, même en n'étant pas au pouvoir. Nous sommes aujourd'hui les seuls à s'inquiéter du fait qu'il faut qu'il y ait l'intégrité territoriale. Vous savez, quand le secrétaire permanent du PPRD, parlant au nom du FCC, a dit non au dialogue, c'était quoi la raison première? C'était que l'intégrité du territoire est entamée. Il y a 2 administrations au pays. L'ensemble du territoire national n'est pas sous le contrôle du gouvernement central. Ça, c'est une position qui tend à défendre le pays. Par contre, M. Fayoulou, lui, il s'en fout maintenant du fait qu'il y a des territoires qui sont occupés. Le dialogue, d'ailleurs, c'est pour ça. C'est pour recréer la cohésion nationale et ce serait le dialogue mettre avec fin à toutes ces velléités de balkanisation qui guettent notre pays. Vous pensez que la classe politique qui s'est réunie à Kinshasa sans les groupes armés qui aujourd'hui occupent, c'est leur administration qui fonctionne de l'autre côté. Le dialogue n'est pas une solution à ça? Mais comment ça serait une solution pendant que ceux qui occupent ces territoires-là ne participent pas à ce dialogue? Qu'est-ce que nous, l'opposition non armée, nous, la résistance, pouvons à ce moment donner pour que ces territoires soient libérés? Votre contribution peut être toujours très importante et la bienvenue pour que le pays retombe sur ses jambes et retrouve l'intégrité du territoire. Nous avons la solution à tous ces problèmes-là. Nous en avons la solution et le président de la République doit reconnaître
qu'il a mal fait d'aller à ces processus électoraux sans nous. Donc, vouloir être d'abord président de la République, peu importe les conditions de l'organisation de ces élections, c'est politiquement incorrect et malhonnête. Ça nous met dans les problèmes. Alors, ils doivent tout simplement reconnaître qu'ils ont mal fait. Et pourquoi le chef de l'État, ou est-ce qu'il n'aurait pas le courage de demander lui-même les dialogues? Pourquoi il ne le ferait pas si l'initiative vient de lui? Il l'a fait. Je Mais vous ai rappelé, il a reculé. Pourquoi? Parce que nous, le FCC, nous sommes une famille politique exigeante. Nous sommes exigeants et nous avons le droit d'exiger ces choses-là parce que le président Kabila a dirigé ce pays avant Félix Tshisekedi. Le PPRD a dirigé ce pays avant l'UDPS. Nous avons notre mot à dire. Au nom de quoi il devait nous empêcher de ne pas dire notre mot? Au nom de quoi il devait nous empêcher de participer à ce processus électoral? Au nom de quoi il devait nous empêcher à déléguer nos membres au sein de la CENI? Voilà. Ils sont bloqués. Et moi, je vous rassure que nous avons la solution à tous les problèmes de ce pays. C'est pas de raconta. Quand le président Kabila a dirigé, il avait chaque fois la solution au problème. Maintenant que nous sommes encore de l'extérieur, on voit encore mieux. Donc vous voulez nous dire sur ces plateaux que l'initiative du dialogue, c'était justement pour rapprocher ou encore le pont, parce qu'après que l'eau aura passé sous le pont, entre les deux camps, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. C'était ça l'objectif principal de ces dialogues, selon vous? Mais vous savez, dans ce pays, faute d'avoir votre avis favorable, c'est comme ça qu'on recule. Parler de dialogue, en fait, c'est les échanges politiques. En ce moment, dialogue dans ce pays ne peut être que des échanges politiques entre le président Kabila et le président Tshisekedi. En dehors de ce cadre-là, toute autre chose ne constitue pas de dialogue. Parce que si ça pouvait constituer de dialogue, le président de la République l'aurait fait. Tout le monde sait que Martin Fayulu est prêt pour le dialogue. Mouzito, ils ne veulent que ça. Katumbi, tous les autres là ne veulent que du dialogue. Matata Indesi, tous ces gens-là, Katumbi qui pose quelques conditions, quelques préalables. Pour eux, il faut absolument aller au dialogue en ce moment-ci. Pour M. Donc toute la classe politique est prête. Tout le monde est prêt pour le dialogue. Sauf mais puisque leurs échanges ne vont pas en fait constituer un dialogue, il ne manque que le FCC pour que ça soit vraiment un dialogue. Et nous sommes exigeants. Donc c'était pour ça qu'on voulait du dialogue. Absolument. C'est pour ça qu'ils ont utilisé quelques membres de l'opposition, pensant que on ferait bloc. Non. Pour le FCC, pour le président Kabila, la RDC mérite mieux que ça. La politique ne va pas se refaire de cette manière-là. Plus jamais ça. Nous sommes dans une autre logique. Et notre logique, c'est d'abord de rappeler à tout le monde que le FCC de Joseph Kabila a la solution à tous les problèmes de ce pays. Nous avons la solution à tous les problèmes de ce pays. Maître Alatodia, quand on voit tout le procès d'intention dont faisait objet l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, tous les propos dénigrants et peu honorables utilisés à son endroit, c'était quoi l'intention? Même quand le chef de l'État, lors de sa avant-dernière sortie médiatique, il lit le fait que la plupart de vos membres ou cadres est traversé ou encore est rejoint Nanga, et c'est Kabila qui est derrière le véritable patron de l'Alliance Fleuve Congo. Tout ça, c'était pourquoi? C'était pour vous pousser ou encore avoir ou que vous puissiez céder, reculer ou encore accepter d'accompagner les régimes. Vous voyez les choses dans ce sens? En fait, le président de la République, M. Tshisekedi Tshilombo, n'a fait que maltraiter notre famille politique. Ils ont voulu nous coincer, pensant qu'en nous coinçant,
on accepterait tout et n'importe quoi. Mais nous nous sommes révélés résistants. Le président de la République va jusqu'à incriminer notre chef, notre leader, ancien président de la République. Vous le taxez de rebelle. Peut-être c'est sur basant sur des rapports qui le sont soumis, Quels sont ces rapports? qu'il en vient à cette conclusion. Vous pensez qu'on peut incriminer un président de la République de la sorte et rester pendant autant de temps sans donner ces éléments de preuve? D'ailleurs, les éléments de preuve devraient précéder la déclaration. C'est tout simplement qu'ils nous maltraitent. Et depuis lors, le dossier n'a jamais été... Ils nous ont fait partir. Vous voyez comment ils ont fait partir notre siège, le siège du PPRD. Ils nous ont fait partir de l'endroit où on louait. Sur l'avenue Pumbu. Nous sommes toujours sur l'avenue Pumbu, grâce à Dieu. Mais ils nous ont fait partir méchamment. Une parcelle de l'État qu'on louait. On était locataires. Et l'État, les gouvernements en place ne voulaient que de cette parcelle-là pour mettre un cabinet de ministres. Et pourquoi tout Avec autant de parcelles qu'il y a au pays, pourquoi seulement la parcelle qu'occupait le PPRD comme siège? C'était notre temple de la démocratie. Mais ils ont trouvé important, ils ont jugé utile de nous faire partir de ce siège-là. Ils ont confisqué méchamment la parcelle de notre secrétaire permanent. Ils ont arrêté injustement nos camarades qu'ils ont jetés en prison. L'infraction des faux bruits, l'infraction de outrage, ce sont des infractions qui existent dans le code pénal depuis l'époque du maréchal Mobutu. Mais combien sont ces Congolais qui ont été jugés et condamnés pour faire de faux bruits, outrage à l'époque où le président Kabila dirigeait le pays? Pourtant, vous savez combien les gens de l'UDPS propageaient des faux bruits, combien ils insultaient, ils s'attaquaient frontalement au président Joseph Kabila et aux leaders aux membres de son régime. Mais aucun de tout cela n'avait été arrêté pour faux bruit. Alors, quelle sera maintenant la trajectoire? Pourtant, nos camarades, ils se sont succédés. Quelle sera maintenant la trajectoire ou la suite réservée à cette initiative de dialogue, selon vous, votre analyse? Déjà, nous avons dit que l'urgence en ce moment, c'est de résoudre la crise sécuritaire. Le président de la République avait dit que la mise en place de l'état des sièges était la formule magique, était l'initiative que Kabila n'avait jamais imaginée. C'était justement le coup de bâton magique pour mettre fin à l'instabilité. 3 ans après, les résultats n'en suivent pas. C'est encore les propos, les déclarations de députés de l'espace Kivu. On a reçu dernièrement sur ces mêmes plateaux Jean-Baptiste Kaseko, ancien député, qui a fait des révélations assez graves sur la situation sécuritaire. Et même le député Imaginez que tout le monde est unanime et d'accord à ce que l'on puisse lever cet état de siège qui n'a rien apporté en termes de paix, en termes de... Vous savez, à plusieurs occasions, je suis venue sur le plateau des Politiquants et même sur d'autres plateaux. Les journalistes ont tendance à demander quelles sont vos solutions que vous proposez pour mettre fin à la crise à l'est de notre pays. Mais j'ai dit aux gens, imaginez que le FCC ait été au processus de 2023. Même si on n'avait pas gagné tous les sièges, même si on n'avait pas remporté la présidence de la République, au moins on aurait eu des députés au sein de l'Assemblée nationale. Dans ces cadres-là, nos idées allaient être mises à contribution pour finir l'instabilité à l'est de notre pays. Mais ils n'ont pas voulu de nous dans le processus électoral. Ils n'ont pas voulu de nous à l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'ils se sont privés de nos idées. Donc vous devriez avoir une contribution par des institutions, à travers des institutions démocratiquement établies. C'est tout ce qu'on demandait. Maintenant là, ce sera un cadre hors institution. Et pourquoi? C'est tout ce qu'on demandait. On demandait que les choses se fassent bien. On demandait que l'on soit au sein des institutions, notamment l'Assemblée nationale, le Sénat, les assemblées provinciales, parce que là, il y aurait maintenant des vrais débats démocratiques pour permettre, pour déboucher justement aux solutions.
Voilà la position du FCC au sein de l'Assemblée nationale par rapport à la crise sécuritaire. Du haut de notre expérience, on allait résoudre tous ces problèmes-là. Ils sont partis sans nous, mais ils veulent savoir ce que nous voulons pour finir les problèmes du pays. Bien sûr que nous en avons, mais ils doivent reconnaître qu'ils ne devraient pas partir sans nous. Allez, merci beaucoup, Maître Letodia. On va continuer en prenant cet extrait du cardinal Fridolin Ambongo sur les antennes de France 24. Il est revenu sur un certain nombre de sujets d'actualité. En République démocratique du Congo, pour lui, le pays est en crise et tous les signaux sont au rouge. On l'écoute, on revient après. Notre pays est un qui souffre. Et tous les signaux sont au rouge, surtout pour la vie sociale. Le peuple congolais est dans une situation où il ne sait plus vers quel sens se tourner. L'économie tourne difficilement et quand je vois mon peuple à Kinshasa et à l'intérieur du pays où je vais en visite souvent, je me demande, mais qu'est-ce que ce peuple a fait pour mériter une telle souffrance? Et ce qui avait été affirmé il y a 6 mois, mais je le maintiens avec la seule différence que les choses ne s'améliorent pas. C'est un pays en fait, à beaucoup de points de vue. Sur beaucoup de points, oui. Sur beaucoup de plans. Pour le cardinal Fridolin Ambongo, le pays est à l'arrêt. Rien ne semble bouger. Maître Letodia, votre point de vue ou votre commentaire au commentaire de Fridolin Ambongo? J'ai dit ça, je le répète. Le président de la République, M. Tshisekedi Tshilombo, est le seul à ne pas sentir qu'il y a la souffrance au pays. Et le cardinal Ambongo vous a dit qu'on souffre. Il est le seul à ne pas voir la crise. Le président de la République plombe est notre pays de plein fouet. Il est le seul à ne pas voir la crise. Pour lui, c'est la RDC, c'est l'Allemagne d'Afrique. La RDC, c'est le paradis sur terre. L'Eldorado, tout va bien pour le président de la République. Tout va bien au pays et il est le seul à y croire. Tous les autres Congolais savent que tout va mal. Le cardinal vient de le dire. Nous l'avions toujours dit. Toute la classe politique dit la même chose. Tous les citoyens disent la même chose. Et moi, ça m'arrange, ça m'arrange politiquement de voir que le président de la République soit en train de vivre dans son monde différent du monde de tous les autres Congolais. Comment comprendre qu'il ne voit pas la situation, la gravité de la situation sécuritaire, tout le monde auquel les Congolais sont confrontés? Est-ce que c'est parce qu'on est au pouvoir qu'on oublie même l'idéal pour lequel on est porté, ou on est venu au pouvoir? C'est ce que je pense. Je pense que l'UDPS n'est pas venu au sommet de l'État pour servir le pays. Ils sont venus au sommet de l'État pour se servir. Ils se foutent du fait que les Congolais sont en train de souffrir. Ils sont insensibles. On a tous appris que la légende Mutombo Dikembe est décédée il y a quelques jours. Est-ce que vous avez vu une reconnaissance nationale? Non. Vous voyez comment Mme Tchalamouane avait été enterrée. Comparé à comment l'État honorait les légendes à l'époque où Kabila dirigeait le pays. Souvenez-vous de comment s'étaient tenus les deuils de Papa Wemba, les deuils des Madilou System, les deuils des Sans Soucis, toutes ces légendes-là de ce pays. En tout cas, je vous dis que quand on sera aux affaires, tout ce qui a été fait, sans nous est à refaire. Nous allons refaire les deuils des Tchalamouane. Nous allons refaire le deuil de Mutombo Dikembe. Nous allons reconnaître à toutes les légendes de ce pays. Alors le pays fera 1000 ans pour atteindre son apogée. Pendant que l'UDPS dirige le pays, tous ceux Est-ce qu'on peut construire le pays avec cet état des choses n'ont pas été reconnus à leur juste valeur. Nous allons refaire tous ces deuils-là et leur reconnaître ce qu'ils méritent. Vous voyez?
les pays vont mal, tout le monde sait que ça va mal. L'UDPS n'était pas venu au sommet de l'État pour servir. Ils sont là pour se servir. Vous voyez, pendant que les gens souffrent, ils n'ont pas de routes, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas à boire, il n'y a rien. La priorité pour eux, c'est changer la Constitution. On va en parler tout à l'heure avec beaucoup de détails. Merci beaucoup. On parle d'abord de cette situation qui nous préoccupe. Le bateau Merdi qui a fait naufrage hier sur les lacs Kivu. Le lac Kivu sépare deux provinces, la province du sud Kivu et la province du nord Kivu. Ces bateaux quittaient Minova pour Goma et c'est non loin du port de Kibutu que les bateaux a fait naufrage. On déplore des dégâts matériels et humains immenses. Et il y a une cacophonie ou encore tout le monde donne les chiffres à sa manière. Il n'y a pas de coordination. Pour la province du Sud Kivu, il y a eu juste une vingtaine de morts et quelques disparus. Pour la province du Nord Kivu, c'est-à-dire Goma comme chef-lieu, on parle de 78 morts et une centaine de disparus. Comment expliquer ces manques de coordination au niveau du gouvernement provincial ou au niveau des provinces? Cette situation, on l'a vécu ici avec les carnages de Makala. Comment vous interprétez tout ça, vous, en tant que politique? En tout cas, la vie des Congolais ne représente pas beaucoup de choses pour ceux qui nous dirigent. Ils ont été tués dans l'histoire Ouazalendo, à Goma, un carnage. À Goma, il y a eu un carnage à la prison centrale de Makala. Il y a nos compatriotes qui sont aussi morts de suite du naufrage. L'État, c'est comme si ça lui dit absolument rien. Moi, je n'ai rien à reprocher aux autorités provinciales. Moi, je vois plutôt les autorités nationales. Qu'est-ce que vous aviez fait pour que cette situation n'arrive pas? On a vu les images, tous. Nous avons tous vu les images de ce bateau ou de ce navire avant naufrage. Mm-hmm. Même celui qui ne connaît pas grand-chose, n'est-ce pas, en la matière. Se voir qu'il y a surcharge. Tout le monde sait voir qu'il y a surcharge. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que l'ANER faisait là sur place? Comment ce navire a quitté le lieu Minova pour Goma? Sans que l'on sache exactement il y avait combien de gens à bord. Mm-hmm. Ils transportaient quelle quantité. En fait, l'État n'existe pas. Il y a une crise profonde. Elle est multiforme, multidimensionnelle dans ce pays. Et c'est ça le grand problème. Lorsqu'il y avait eu la situation de l'éruption volcanique, n'est-ce pas? Qu'est-ce que les gouvernements avaient promis? Non, dorénavant, on prendra chaque fois des dispositions pour qu'il n'y ait pas, pour une bonne prise en charge d'abord des événements comme ceux-là. On va prendre des dispositions pour éviter les situations telles que le naufrage dans l'avenir. Mais plusieurs années après l'éruption volcanique, est-ce que vous avez vraiment l'impression que ce gouvernement-là prend correctement en charge les questions qui touchent à la vie des citoyens? Ils ne font rien. Ils ne font rien. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est changer la Constitution. Et vous pensez que le peuple va les laisser changer la Constitution? En ce moment, le peuple et le FCC, nous formons un bloc. Et le président de la République et son parti politique, ils ne seront pas passés. Nous formons un bloc compact contre la dérive du régime en place. Et nous savons bien qu'ils vont reculer. Voilà, ils sont en train de reculer. Ce qui est curieux lorsqu'il faut parler du naufrage de ces navires, c'est que depuis que l'on en parle, le ministre national des Transports n'a pas encore fait de déclarations ni communiqué. Pourquoi il ne communique pas assez? Ils ne sont plus là pour ça. N'a-t-il pas de compte à rendre? Je vous dis que le gouvernement central n'est plus là pour les problèmes de Congolais, pour le problème du pays. Ils n'ont qu'un seul problème: changer la Constitution, laisser
le président de la République en place diriger le pays des années pour toutes ces décennies. Vous n'allez pas les entendre parler de cette situation. Le ministre de la Communication ne va pas en parler. Le ministre du Transport ne va pas en parler. Pour eux, ce n'est pas une préoccupation. Ce n'est pas une priorité. Et pourtant, la République continue à compter des morts. Et ça, c'est bien triste que la province du Nord Kivu soit encore décimée avec des pertes en vies humaines considérables. En tout cas, compassion à toutes les familles éplorées. On va revenir sur ça lorsqu'on aura tous les détails et toutes les statistiques sur le nombre de morts et même de ceux qui ont disparu après le naufrage de ces bateaux hier jeudi. On va parler de la révision constitutionnelle. L'union sacrée, ces sujets, ces débats ne semblent pas mettre tout le monde d'accord. Cette question vient encore déliter davantage cette famille politique ou encore cette majorité obeuse. Le pro Kamere ne sont pas d'accord. Pour eux, ils soutiennent que la loi fondamentale n'empêche pas le pouvoir à trouver des solutions aux problèmes multiformes que connaît notre pays. Entre-temps, le PPRD continue à mobiliser les énergies, continue à mobiliser le peuple pour empêcher à ce que le pouvoir ou encore le régime n'emprunte pas une voie dangereuse pour la paix et la cohésion de notre pays. Avant d'aller plus loin ou encore de prendre l'analyse sur cette question de Mme Alain Odia, on va prendre cette vidéo du secrétaire ou encore du secrétaire général ou président AU du parti au pouvoir UDPS qui est revenu sur cette question. Il en défend les bien fondés. On l'écoute et on revient après. Nous, l'IDPS, lors des référendums de 2006, si je ne me trompe pas, nous étions opposés à cette constitution. C'est un petit rappel et je vais revenir là-dessus. Je ne parle pas de la révision de la Constitution comme quelqu'un qui ne comprend absolument rien, qui ne maîtrise absolument rien. Rappelez-vous qu'au mois de février de cette année, avant la sortie du gouvernement ou avant la nomination du Premier ministre, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait porté son choix sur ma modeste personne pour faire de moi l'informateur, conformément à l'article 78 de notre Constitution. Mais quand vous lisez seulement l'article 78, la Constitution est claire sur cette matière. L'informateur travaille pendant 1 mois et renouvelable une fois. C'est-à-dire, d'une manière générale, l'informateur a un mandat de 2 mois. Or, l'année là, c'est l'année de début de mandat du chef de l'État. Sur les 12 mois qui constituent une année, le chef de l'État va attendre 2 mois que l'informateur va consommer. Pendant cette période encore, il y a la période de contentieux électoral au niveau de la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle aussi a son timing pour traiter tous les dossiers qui touchent aux élections législatives. Et ça prend aussi du temps. Et pendant la même période, l'informateur est obligé de suivre ce qui se passe à la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Tu peux identifier une majorité. À titre d'exemple, un regroupement peut être proclamé par la CENI. Là, au moins 16 élus. Voilà, Augustin Kabouya qui s'est pour moun à justifier l'urgence et l'importance de modifier la Constitution. Madame Arlette Odia, il est fait pour quelle raison? Est-ce que c'est pour plaire au chef de l'État afin de se protéger de la crise, de la tension qu'il y a à l'interne, ou encore il est convaincu de ce qu'il raconte dans cette vidéo? J'ai entendu les responsables de l'UDPS dire que on leur prête les intentions, l'intention de changer la Constitution en vue d'éterniser M. Tshisekedi Tshilombo au pouvoir. Les gens de l'UDPS nous demandent de ne pas avoir ces intentions. Nous avons nous savons.
ils le font pour que M. Félix Tshisekedi reste au pouvoir pendant des années, comme Paul Biya et est-ce que c'est une intention ou c'est désormais un plan bien ficelé au sein de la majorité C'est leur plan. présidentielle? C'est leur plan. Et nous y croyons. Souvenez-vous que pendant que le président Kabila a dirigé le pays, il a initié, non, son régime a initié la révision constitutionnelle à son premier mandat. À laquelle les l'UDPS s'était Congolais... opposé farouchement. Non, c'est pas vrai. Il y avait tentative pour un projet en ce sens-là. L'UDPS ne s'est pas opposé à la révision constitutionnelle de 2010, de 2011. Parce que l'UDPS tirait aussi profit de cette révision constitutionnelle. On partait des élections de 2 tours à 1 tour. Ça profitait et au président Kabila et aux candidats de l'UDPS. En 2014, l'UDPS s'est élevé pour s'opposer à la révision constitutionnelle. Mais ça, c'était au 2e mandat. Pourquoi M. Félix Tshisekedi n'a pas initié la révision constitutionnelle au 1er mandat? Pourquoi il initie ça au 2e mandat? Quand Joseph Kabila a dirigé le pays, son régime avait initié la révision constitutionnelle au 1er au c'était passé. Au second mandat, ce n'était pas passé. Si la révision a eu lieu au second mandat, l'intention était aussi de s'éterniser au pouvoir. C'est ce qu'il disait. C'est ce que l'UDPS dans l'opposition disait. Ne pas vouloir de la révision constitutionnelle parce que le faire, c'est permettre à Kabila de s'éterniser au pouvoir. Il le disait pourquoi? Parce que c'était une révision que l'on voulait faire au 2e mandat. Mais non, là, ils n'ont pas initié des révisions constitutionnelles au 1er mandat. Ils veulent initier au 2e mandat. Nous aussi, on dit non. C'est politiquement correct. Eux avaient dit non à la révision sous Kabila au 2e mandat. Nous disons non à la révision constitutionnelle sous Tshisekedi à son 2e mandat. C'est politiquement correct. Ça, c'est 1. 2. Il y a un problème de finances. Vous n'arrivez pas à résoudre le problème du social. Vous dites que tous les fonds vont à l'effort de guerre. Mais comment vous allez trouver des fonds pour financer la révision constitutionnelle? La révision constitutionnelle, c'est une opération politique qui demande suffisamment de moyens. Ça nous coûtera énormément. Ça va coûter à la République énormément. Ça coûte énormément. Quand vous dites que vous n'avez pas de fonds pour financer la gratuité de l'enseignement, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le président de la République lui-même, il dit qu'avec la guerre, on sera en difficulté de continuer à financer les projets de développement parce que tous les fonds sont concentrés à l'effort des guerres. Mais d'où vient que vous trouvez les moyens pour la révision constitutionnelle? Il y a un calcul politique. Et pourquoi c'est maintenant, on se rend compte maintenant des faiblesses ou des imperfections de cette constitution? Hier, on n'en a pas parlé. Aujourd'hui, ou encore juste au début du second mandat du chef de l'État. C'est ainsi que nous disons, révision constitutionnelle au second mandat, nous disons non. L'UDPS avait dit non à la révision constitutionnelle pendant le second mandat de Joseph Kabila. Mais les raisons les plus fondamentales, c'est qu'en ce moment, le pays est occupé. Nous sommes sous état de siège. La constitution est formelle par rapport au fait que pendant l'état de siège, sous l'état de siège, on ne peut pas initier une révision constitutionnelle. J'entends les gens dire que non, la levée de l'état des sièges, ça peut se faire en un jour. Les gens vont se réunir et décider de l'état des sièges. Mais il n'est pas seulement question de lever l'état des sièges. Il est surtout question de mettre fin à l'insécurité, raison pour laquelle cet état des sièges avait été décrété. Donc, si vous êtes capable de lever l'état des sièges, donc, en si un jour, soyez aussi capable de mettre fin à l'insécurité en un seul jour. Autrement, vous avez un plan, les plans de s'éterniser au pouvoir, en violation justement des droits des autres. Et ces autres-là, c'est notamment nous, le FCC, et nous disons non. Nous formons aujourd'hui un bloc avec le peuple congolais. Ils ne sauront pas réviser la Constitution. Allez partout demander aux Congolais, ils vous disent que d'abord, améliorer notre social. Et ensuite, on verra c'est quoi les imperfections de cette Constitution. On verra. Logiquement, s'il doit y avoir révision constitutionnelle, ça doit se faire au prochain mandat du nouveau président de la République. Au premier mandat du nouveau président de la République. Au premier mandat du nouveau président de la République.
la révision constitutionnelle peut s'expliquer, elle peut se justifier. Beaucoup de raisons vont se prêter à son opportunité. En ce moment-ci, les territoires sont occupés. En ce moment-ci, l'Assemblée nationale n'est pas constituée des élus de tous les territoires du pays. Il y a des territoires sur lesquels il n'y a pas eu élection. Ouais. Il y a aussi le fait que le FCC n'a pas participé à ces élections. Donc la classe politique dans son ensemble n'a pas pu participer à ces élections. Ces élections ont donné une Assemblée nationale illégitime, une Assemblée nationale qui n'est pas représentative. La conséquence, c'est que cette Assemblée nationale ne peut pas coordonner les actions des révisions constitutionnelles. Nous disons qu'il n'y a pas lieu à réviser la Constitution. Ce qui est grave, c'est que quand vous entendez les secrétaires généraux de l'UDPS, il vous dit qu'il veut de la révision constitutionnelle, mais en même temps, il évoque la durée du mandat. Or, pour parler de la durée du mandat, changer la durée du mandat renvoie au changement de la Constitution. Parce que la Constitution en place n'a pas prévu la révision en ce qui concerne la durée du mandat. Donc, en fait, l'UDPS ne veut pas de la révision constitutionnelle. L'UDPS veut du changement. Lorsqu'on parle de la durée des mandats d'un chef de l'État, l'UDPS, le système monsieur politique, le secrétaire général de ce parti, on est dans la révision, dans la modification. Monsieur le président national de ce parti, ils veulent du changement de la Constitution. Changement, c'est impossible. C'est impossible. Révision, nous disons non pour les raisons que l'on évoque. Le changement, c'est impossible parce que la Constitution en place ne prévoit pas la possibilité d'un changement. Pour qu'il y ait un changement, il faut que ce changement soit précédé par un coup d'État, par une révolution, par un vide juridique. Et tout ça, on n'en est pas à ce point. Donc, la possibilité d'un changement n'est pas là. Mais déjà, au niveau de l'Union sacrée, l'on ne partage pas le point de vue de vouloir reviser la Constitution. Ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que pense il y a des choses essentielles auxquelles on peut s'atteler pour voir les choses évoluer. Didier Camère, par exemple, il s'en prend à la dernière sortie médiatique du secrétaire général de l'UDPS. Pour lui, il y a mieux à faire que toucher à cette Constitution. Je n'ai pas suivi, et puis je ne suis vraiment pas les avis des membres de l'Union sacrée. Pour vous, comment cela pourra être compris au niveau de la majorité de l'Union sacrée? Les raisons que nous donnons, les raisons que nous évoquons, le SP Emmanuel Ramazani Shadari en a parlé dans l'une de ses récentes sorties médiatiques. Ce sont des raisons qui convainquent tout le monde. J'ai appris dans la vie que face à l'évidence, on s'incline. On ne discute pas. C'est tellement clair et limpide, convenablement et correctement présenté par notre secrétaire permanent, le professeur Emmanuel Ramazani Shadari. Tout le monde ne peut que s'aligner. Est-ce que pensez-vous que le chef de l'État... Qui a pu contredire le SP Shadari? Pensez-vous que le chef de l'État va y arriver? Parce qu'au sein de l'Union sacrée, tout le monde peut bien se voir dans la peau d'un présidentiable. Caméré, Bemba qui est taiseux, qui ne parlait pas, qui n'aimait pas son point de vue sur les questions essentielles et même existentielles. Est-ce que vous le voyez franchir le Rubicon? Non, il ne pourra pas. Déjà, vous m'informez que la famille politique du président de la République, ça veut dire l'Union sacrée, est divisée au sujet du changement de la Constitution. Ils ne sont pas tous d'accord. Je le confirme parce que j'ai suivi le secrétaire général de l'UDPS dire qu'il sera lui-même en campagne pour expliquer ça aux Congolais. Ça veut dire qu'il ne compte pas sur la famille politique, sachant qu'ils ne mettent pas sur la même longueur d'onde tous. Voilà. Mais en plus de cela, ce sont les raisons que nous, les FCC, avons évoquées. En plus de cela, c'est la symbiose entre le FCC et le peuple congolais. Nous avons le même langage. Nous avons le même discours. Nous avons aujourd'hui la même compréhension des choses. C'est-à-dire que le SP a pris son temps pour bien expliquer ces choses aux Congolais. Ils sont eux-mêmes en train de les répéter partout. Suivez-les quand ils parlent avec les micro-baladeurs.
quand ils parlent à la radio, quand les Congolais s'expriment à la télé, ils sont tous en train de répéter le discours du secrétaire permanent du PPRD. Ils disent non à la révision constitutionnelle, ils disent non au changement de la Constitution. Eh bien, l'UDPS ne va pas s'en sortir. Donc désormais, Mme Arlette Odia, on peut s'accorder à dire que l'Union sacrée connaît il y a de plus en plus de signes de fissure et que c'est une majorité qui se délite davantage au fil des jours. Oui, bien sûr. Ils sont nombreux à nous appeler en coulisses pour dire que vous aviez eu raison. On a eu tort de penser qu'il fallait accompagner l'UDPS, ainsi de suite. Bon, non, assumez vos responsabilités. Ils sont nombreux à déchanter aujourd'hui. Ils sont tellement nombreux, et ça se voit dans leur prise de position respective. Moi, je salue un homme. C'est le président Joseph Kabila. Il a été clairvoyant. Il nous avait dit ces choses. Il disait que ces gens-là ne vont pas s'en sortir. Parce qu'en politique, on ne peut pas aller sans les autres, surtout pas dans un processus électoral. Maintenant, là, chacun prêche pour sa propre chapelle, chacun tire les draps de son côté, mais nous sommes aux côtés du peuple, le peuple est avec nous, le peuple comprend ce que nous disons, nous demandons l'amélioration des conditions de vie de notre peuple. Les citoyens eux-mêmes, ils demandent la même chose. La Constitution ne peut pas nous empêcher pour autant à changer tout ça. Il n'y a aucune disposition qui nous empêche de changer la donne au pays. Mais la Constitution, d'ailleurs, c'est elle qui aide un président de la République à bien diriger. Il y a des éminents professeurs de l'Union sacrée qui vous ont autrefois parlé du bien fondé de cette Constitution. J'ai entendu certains dire que c'était la meilleure d'Afrique. Cette constitution a été recopiée par plusieurs autres pays d'Afrique. Cette constitution n'a fait que du bien à ce pays. Si elle n'était pas là, on ne parlerait pas du Congo tel que nous en parlons à ce jour. Mais quand est-ce qu'elle est passée du meilleur au pire? Au moment où l'UDPS a commencé à diriger. Alors pour eux, c'est une constitution qu'il faut carrément mettre à la poubelle. Parce qu'ils pensent avoir une meilleure constitution. On voit déjà les drafts passer par-ci, par-là. J'ai lu que pour eux, les mandats doivent aller dans leur constitution. Le mandat du président de la République doit aller à 7 ans. Et ça ne passe pas. Les Congolais ne vont pas accepter ça. Et nous, on n'accepte pas ça. On ne peut pas accepter ça. Allez, merci beaucoup, Maître Arlette Odia, d'être venu. Votre dernier mot sur ce sujet, on se quitte. Le dernier mot, c'est qu'il n'y aura pas de révision constitutionnelle. Le dernier mot, c'est qu'il n'y aura pas de changement de la Constitution. Le peuple est avec nous, le FCC, nous avons le même langage et ce langage, c'est de défendre l'intégrité territoriale, défendre les instruments de l'État. Le dialogue, nous leur avons dit qu'ils ne devaient pas partir à ces élections sans nous. Ils ont aujourd'hui mis le pays en difficulté. Nous, le FCC, la famille politique de Joseph Kabila, nous avons la solution à tous les problèmes de ce pays. Nous aurons pu les présenter à l'Assemblée nationale, même si on était quelques députés seulement à être élus, on aurait pu... Vous avez toutes les solutions aux problèmes du pays. Pourtant, sous votre règne, beaucoup de situations beaucoup de questions, beaucoup de sujets sont restés sans trouver les réponses. Les acteurs politiques mettaient tellement de bâtons dans le roue du président Kabila, il fallait à la fois se battre pour le développement du pays, se battre pour organiser la politique au pays, mais aussi se battre pour répondre aux caprices des acteurs politiques. Quand vous trouvez des excuses, est-ce qu'en ce moment-ci, les acteurs politiques ne sont pas capricieux? Les acteurs politiques ne sont pas capricieux tels qu'ils l'étaient pendant que Kabila dirigeait ce pays. Donc le président de la République actuelle, il avait eu la voie libre pour développer le pays. Joseph Kabila n'a pas eu cette facilité-là. Malgré ça, il connaît des crocs en jambes, des anicroches. Mais venant d'où? Il invente des choses. Il a inventé que le FCC le bloquait. Après, c'est Kagame qui le bloque. Après, c'est la Constitution qui le bloque. Et Covid aussi. Compris. Covid, voilà, tout le monde a compris qu'ils inventent des choses. Personne ne les bloque. C'est leur mauvaise volonté de ne pas aller aux élections, au processus électoral avec tous les Congolais et avec toute la classe politique. Mais entre-temps, qui les amène dans cette difficulté. Personne ne les bloque à voyager.
Voilà. ça. D'ailleurs, Ouais. aujourd'hui, il sera en tête-à-tête avec le président français Emmanuel Macron. Merci d'être venu, c'est un réel plaisir. Un régal vraiment de vous avoir sur notre plateau. Pensez à nous revenir de temps en temps quand votre agenda le permet. C'est à moi de vous dire merci. À toutes et à tous, nous vous retrouvons pour une nouvelle semaine et une nouvelle aventure avec beaucoup d'excitation. Restez-nous fidèles, abonnez-vous et partagez, commentez et aimez nos contenus. C'est comme ça que vous nous donnez du tonus à continuer à faire ce que nous aimons bien le faire. Et surtout, on a besoin de votre soutien. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.